Nous sommes le 6 janvier 2007 à Knoxville en Amérique. Shannon, 21 ans, et Christopher, 23 ans, vont passer la pire nuit de leur vie, à tel point que ça sera leur dernière. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, on ne va pas parler de choses très joyeuses. Je préfère vous prévenir, et sans plus attendre, c'est parti. Shannon Gay Christian est une jeune femme née le 29 avril 1985 au Texas. Elle vit dans une famille banale et conviviale, à la vie tranquille. Pour le parcours scolaire de la jeune fille, il est parfait. Elle obtient son diplôme du lycée, elle se dirige vers des études de sociologie à l'université du Tennessee à Knoxville. Au moment des faits, elle est donc étudiante dans cette université. Elle est même plutôt brillante. On peut dire que c'est la petite fille idéale. Sa famille dira d'elle qu'elle est chaleureuse, gentille et agréable à vivre. Elle est tellement proche de sa mère qu'on peut les comparer à deux meilleurs amis. Mais Shannon est aussi proche d'une autre personne. Son petit ami, Christopher Newsom, il est né le 21 septembre 1983. Il a 23 ans au moment des faits. C'est un sportif reconnu notamment au lycée où il se démarque en tant que joueur de baseball. Il pouvait même basculer dans le monde professionnel, mais il a préféré se diriger vers une école spécialisée afin de devenir charpentier. C'est assez étonnant comme choix, mais il avait pour objectif de créer son entreprise. À 23 ans, il voyait déjà les choses en grand, il voulait vraiment s'en sortir dans la vie. Nous sommes le 6 janvier 2007, notre jeune couple qui se fréquente depuis 4 mois décide d'aller manger au restaurant. Ils devaient ensuite aller à l'anniversaire d'un ami, soirée assez banale en vue de leur âge, mais leur soirée ne va pas se passer comme prévu. En cours de soirée, vers minuit, Shannon va appeler sa mère pour la prévenir qu'elle rentrera ce soir et ne dormira pas chez son petit ami. Par cet appel, on peut voir le lien solide qu'il y a entre Shannon et sa mère. Sauf que le lendemain matin, au réveil, Shannon ne sera pas dans son lit. Pourtant, sa mère Dina ne s'inquiète pas plus que ça. Elle a peut-être tout simplement changé ses plans et est partie dormir chez Christopher, son petit ami. Mais par précaution, elle va quand même essayer de la joindre, que ça soit par appel ou par SMS, mais aucune réponse n'est à déclarer. N'ayant pas de réponse de sa fille, Dina va appeler l'organisateur de l'anniversaire, mais celui-ci va faire une révélation inquiétante. Il va raconter que ni Shannon ni Christopher ne sont venus à la soirée. Le stress monte pour Dina. On parle de sa fille, elle n'a pas de nouvelles, elle est totalement paniquée et ça ne va pas s'arrêter là. Quelques minutes après, le patron de Shannon va appeler pour dire qu'elle n'est pas venue à son travail. Elle avait un petit job étudiant à côté de ses études et c'est très inhabituel qu'elle ne vienne pas sans prévenir. Dina commence à s'imaginer le pire. Elle prend son téléphone et appelle les parents de Christopher afin d'obtenir des nouvelles. Mais malheureusement, les parents de Christopher n'ont pas de nouvelles non plus. Leur fils n'est pas rentré de la nuit et ça devient très inquiétant. Sans aucune nouvelle de sa fille et de Christopher, Dina va décider d'appeler la police. Mais les recherches ne vont pas commencer tout de suite. Les deux étant âgés de plus de 20 ans, il faudra attendre 24 heures pour commencer les recherches. Et vous vous doutez bien, en tant que parent, 24 heures, c'est bien trop long. Dina va donc commencer à enquêter de son côté. Elle va appeler l'opérateur téléphonique de sa fille pour essayer de localiser son téléphone. Et ça va marcher. Elle aura l'emplacement exact du téléphone de Shannon. Il est situé à Cherry Street, c'est un endroit malfamé où la délinquance bat son plein et ça ne rassure pas vraiment la mère de Shannon. Elle se demande même qu'est-ce que fait le téléphone là-bas. Ce n'est pas un lieu que fréquente habituellement sa fille. La police n'a toujours pas commencé l'enquête et les parents de Shannon vont se rendre à l'emplacement pour espérer retrouver sa fille ou au moins un indice potentiel qui pourrait les aider. Une fois sur place, la voiture de Shannon est identifiée par les parents, mais celle-ci semble comme abandonnée. Shannon a pour habitude d'être assez maniaque, elle nettoie très souvent sa voiture, mais quand sa mère regarde l'intérieur, elle aperçoit plein de boue sur les sièges et la banquette arrière. Elle constate aussi que le siège côté conducteur est décalé à son maximum, alors que Shannon n'est pas très grande en taille, et vu la position du siège, elle comprend très vite que ce n'est pas sa fille qui roulait. En plus, des objets ont disparu du véhicule. Shannon avait pour habitude de laisser une photo de famille, pas loin de la boîte à vitesse, mais cette photo avait disparu. En vue de ces nouveaux éléments, la police est à nouveau contactée par les parents du jeune couple, et cette fois-ci, grâce au travail des parents, la police va se déplacer et déclencher une enquête. Le 8 janvier 2007, près d'une voie ferrée, un cadavre brûlé sera retrouvé. C'est un employé des chemins de fer qui a fait cette macabre découverte. La personne décédée est retrouvée, enroulée d'une couette de lit avec un pull à capuche enroulé autour de sa tête. Les pieds étaient nus ainsi que boueux, ce qui signifie que la personne qu'on n'a pas encore identifiée a dû marcher jusqu'ici, et de manière contrainte car elle était ligotée et a été abattue par 3 balles.
Le médecin légiste va affirmer que les 3 balles sont la cause de la mort et que le corps a été brûlé par la suite. Dernière précision, et pas des plus chaleureuses, il indique que le corps a été violé. Et après une analyse complète, le cadavre retrouvé est bien celui de Christopher Newton, le petit ami de Shannon. La jeune femme, elle, n'est toujours pas retrouvée, et cette macabre découverte ne fait que monter l'anxiété des parents de Shannon, mais de son côté, la police avance. Le véhicule sera fouillé et les empreintes retrouvées à l'intérieur vont être comparées à ceux du fichier, et un nom sortira. Ils vont retrouver une personne, le Maricus Davidson, qui n'est pas un enfant de cœur. C'est un délinquant violent qui a l'habitude de voler des véhicules de manière très brutale, et on s'aperçoit qu'il vient tout juste d'être libéré. La police va trouver une adresse où il est censé habiter, et ça colle bien, parce que la voiture qui a été retrouvée est à une centaine de mètres de la maison de Davidson. Et vu l'urgence de la situation, la police va intervenir au domicile de Davidson. Celui-ci ne sera pas sur les lieux, mais des effets personnels de Shannon et Christopher vont être retrouvés. Et c'est évident maintenant, Davidson est lié à cette affaire. Les recherches vont continuer. Dans le conteneur à proximité de la maison, un lourd sac poubelle est retrouvé. Le sac sera ouvert et à l'intérieur, on retrouvera le corps de Shannon. La jeune fille est décédée. Le corps sera envoyé chez le médecin légiste en observation et son retour sera très choquant. Il annonce que Shannon aurait été violée brutalement et collectivement et mis dans des sacs poubelles. Elle était donc vivante quand on l'a insérée dans le conteneur, mais malheureusement, elle va décéder lentement par suffocation, une fin de vie des plus horribles pour la jeune fille de 21 ans. Les recherches commencent. La police veut retrouver Davidson. Après enquête, ils vont tomber sur l'ex-petite amie de Davidson. Elle va leur avouer qu'une semaine avant le meurtre, le Tabby Cobbins, le frère de Davidson, son ami George Thomas et la petite amie Vanessa Coleman étaient tous réunis et l'ensemble de ces personnes ont eu des situations financières désastreuses. Ils sont SDF et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont rendus chez Davidson. Celui-ci n'est pas d'accord avec ce choix, mais à la place de les mettre dehors, il va taper sur sa petite amie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a décidé de rompre avec lui le 5 janvier 2007. Elle affirme aussi que la dernière fois qu'elle a vu Davidson, c'était le 7 janvier, lorsqu'elle l'a déposé chez un ami nommé Eric Boy. Il sera retrouvé facilement, il va tout déballer et raconter tout ce qu'il sait. Il va indiquer à la police où est Davidson, et en vue de la situation, le SWAT sera appelé en renfort pour intervenir sur les lieux. Une fois sur place, l'indication de Eric Boy est confirmée, Davidson sera interpellé. Il portera à ses pieds les chaussures Nike de Christopher et sur place, un revolver de calibre 22 sera retrouvé. Au même moment, mais de l'autre côté, une arrestation a lieu pour 3 autres personnes. Le Talvis Cobbin, George Thomas et Vanessa Coleman sont arrêtés. Des effets personnels de Shannon et Christopher sont retrouvés sur place. La police a donc 5 suspects liés à l'affaire. Ils seront interrogés individuellement. Malgré quelques incohérences, Davidson serait à l'initiative des meurtres. Il vient de sortir de prison. Il n'a pas de travail, n'a pas d'argent, il comptait donc reprendre ses mauvaises habitudes. On commence à voir un peu plus clair dans cette histoire. Le 6 janvier 2007, la route de Davidson va croiser celle de Christopher et Shannon. Notre jeune couple est sur un parking en train de s'embrasser. Ils n'ont pas vu au loin Davidson, accompagné de Letalvis et Eric, qui les avaient pris pour cible. Ils voulaient voler le véhicule de Shannon, ils vont se diriger vers eux, les menacer avec une arme, mais ils vont paniquer quand ils vont voir un autre véhicule rentrer sur le parking. Ils vont demander à Christopher et Shannon de monter dans le véhicule avec eux. Ils seront ligotés et emmenés vers la maison de Davidson. Arrivés sur place, ils rejoignent Vanessa Coleman et George Thomas. Le couple sera traîné à l'intérieur, attaché et bâillonné. Christopher sera le premier à être malmené. Il sera battu et violé devant sa petite amie. Ensuite, ça sera le tour de Shannon. Les hommes lui expliquent que si elle se laisse faire, elle sera libérée. Et une fois fini, pour ne pas laisser de traces, ils lui ont versé du javel dans la gorge. Pour le meurtre de Christopher, ce sont Davidson et George qui l'ont emmené jusqu'à la voie ferrée. Il sera abattu par 3 balles, une dans le dos, une dans le cou et une dans la tête. Une fois fini, ils vont enrouler le corps dans des couvertures et brûler le cadavre. Ils vont retourner au domicile de Davidson. Ils vont ligoter Shannon, la placer dans des sacs poubelles et mis dans un conteneur où elle perdra la vie en s'étouffant. Je tiens à préciser que Davidson va faire quelque chose qui prouve qu'il n'a aucun remords. Il a eu le culot d'offrir des effets personnels de Shannon à son ex-petite amie. Il a même porté les affaires de Christopher pour vous dire à quel point il s'en fout totalement. Mais maintenant, tout le monde est arrêté et ils vont devoir rendre des comptes. Eric Boy, qui a participé au vol de la voiture, il sera condamné pour 18 ans d'emprisonnement.
Le Talvis Cobbin, il est reconnu coupable du meurtre de Shannon et a facilité celui de Christopher. Pour lui, ça sera une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de liberté conditionnelle. Le Marcus Davidson, l'initiateur de toute cette histoire, pour lui, en vue des meurtres et des faits qui lui sont reprochés, ça sera la peine de mort. Les juges seront d'accord à l'unanimité avec cette sanction, et l'un des juges dira même qu'il n'a pas de sanction assez lourde pour le punir de ses actes. George Thomas, auteur du meurtre de Christopher, il aura comme sanction une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de liberté conditionnelle. Et Vanessa Coleman, la petite amie de George Thomas, qui n'a pas aidé Shannon quand celui-ci était occupé avec Christopher, ça sera 35 ans d'emprisonnement. Petit bonus, ils ont quand même essayé de s'en sortir en faisant croire que de base, ils voulaient juste voler le véhicule, mais vous vous doutez bien qu'avec tout ce qui s'est passé derrière, ce n'est pas du tout recevable. La justice américaine a fait son travail, l'histoire est affreuse. Nous voici sur cette fin de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti, c'est important pour moi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, mais n'oubliez pas le plus important, c'est tous les dimanches à 18h sur la page de Ishkim. Et sur ce, c'est ciao.